J'ai été tout seul pendant quasiment, 1 jour et demi. J'ai passé toute ma journée tout seul dans le dur, tu vois? Dans le mal le matin, ensuite j'étais à bloc, ensuite j'ai eu des alus, tu vois? Enfin, difficile aussi de faire un choix lucide à ce moment-là, tu vois? Tu voilà, moi je me sentais pas trop mal, mais c'était difficile de faire la part des choses. Bonjour, je suis Alexandre et bienvenue dans le podcast Les Joies du Sport, le podcast qui vous permet de suivre une aventure avant même qu'elle ne commence. Dans ce format, des invités viendront te présenter leurs futurs projets sportifs, que ce soit une course avec dossard ou bien un projet off, et cela à 2 reprises. Mais pourquoi 2 interventions sur un même sujet? C'est peut-être la question que tu te poses. Sache que ces 2 épisodes te permettront une immersion totale dans le projet. Lors du premier épisode, enregistré avant l'événement, ce sera l'occasion de découvrir notre invité et d'en apprendre plus sur le défi qui l'attend et comment il s'y est préparé. Nous découvrirons également comment il intègre son entraînement dans sa vie personnelle et professionnelle. Nous discuterons de ses sensations à l'approche de l'événement ainsi que ses attentes sur ce défi. Et si tu écoutes cet épisode dans les premiers jours de sa sortie, cela te permettra de suivre l'aventure en direct via les informations qui te seront données par l'invité ou via le compte Instagram du podcast, @lesjoiesdusport.podcast. Lors du second épisode, qui sera enregistré après l'événement, que le projet soit couronné de succès ou parsemé de difficultés, l'invité te partagera son expérience lors d'un débriefing complet et nous analyserons la différence entre les attentes et les résultats obtenus. Et ce sera également l'opportunité de connaître ses futurs projets. Maintenant que tu connais le concept, je te laisse avec l'invité du jour. Aujourd'hui, je reçois Jules Musat, qui est déjà venu sur le podcast lors de l'épisode 10, que je vous invite à écouter, dans lequel nous a parlé de sa préparation pour la Desertus Bicus 2023. Et si aujourd'hui il est de retour sur le podcast, c'est pour nous parler de cette course, mais ne perdons pas de temps, allons tout de suite à la rencontre de Jules. Salut Jules, comment tu vas ? Je suis là et je vais bien, mon cher Alexandre, les joies du sport et les joyeux sportifs. Écoutez, je suis bien content de vous retrouver et ça va, écoute, ça va, j'ai réatterri sur terre. Bah écoute, ça fait plaisir en tout cas de te recevoir à nouveau sur le podcast pour que tu nous racontes un petit peu tout ça. Et avant de commencer, est-ce que tu peux nous rappeler un tout petit peu le concept de la course et l'objectif que tu avais sur celle-ci? Pas de souci, écoute, toujours en direct, de ma chambre, si. Alors, oui, la Desertus Bicus, quelle course? C'est une course d'ultra distance, de longue distance, de voilà, cyclisme d'endurance. Le concept, c'est de, parcourir, 1 400 kilomètres entre Hasparren au Pays basque français et Setúbal, donc dans le sud de Lisbonne, au Portugal, donc en traversant les zones désertiques espagnoles, un petit peu la diagonale du vide espagnole, donc des points de passage obligatoires, des checkpoints euh, entre lesquels le tracé est libre. Une course où les concurrents choisissent stratégiquement de passer par tel ou tel endroit et où les participants sont aussi autosuffisants sans assistance, donc ne peuvent pas être assistés par qui que ce soit. Et voilà, où les conditions météo sont très importantes puisqu'on est soumis à ces aléas. On est des petites choses sur les gros plateaux espagnols. Voilà, donc cette année, on avait ni plus ni moins que, il me semble, 350 coureurs et coureuses voilà, qui partaient des Pays Basques et pour une très très grosse aventure. Voilà, c'est un peu la messe de l'ultracyclisme. C'était la troisième édition cette année qui a tenu toutes ses promesses. On n'a jamais été autant. Il y a eu un très gros niveau cette année. Enfin, il y avait un gros peloton et il y avait beaucoup de voilà d'ultracyclistes assez confirmés, des meilleurs de la discipline, hein, voilà, qui étaient là. C'est un petit peu la première grosse course de la saison. À cette période de l'année, fin avril, il commence à faire des températures sont plutôt bonnes dans le sud de l'Europe et voilà, donc on est parti et puis bah, moi mes objectifs perso, c'était déjà d'être vivant à l'arrivée, hein, pour être très honnête avec toi.
Le deuxième, c'était d'être finisher, donc d'arriver au bout, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Je sais pas combien il y a eu de pourcentage d'abandon, hein, mais ça peut, sur des courses comme ça, être entre 20, 30, 40%, hein, ça dépend. Le troisième objectif, c'était de prendre du plaisir, tout simplement, de vivre des émotions fortes, de me dépasser. Le quatrième objectif, c'était d'arriver sous la barre des 3 jours, donc 1400 km, hein, pour à peu près près de 12, 13, 14 000 de dénivelé positif. Et mon cinquième objectif, c'était d'arriver bien classé. Et le sixième, c'était d'arriver sur le podium ou premier. Voilà. Bref, j'ai réalisé, on va dire, 4 de ces 6 objectifs. Et Bah, tu nous diras voilà, on va découvrir au fur et à exactement, mesure exactement. lesquels c'est. Je En tout cas, pose le merci, ouais, pour l'introduction, de course, surtout pour Ouais. ceux qui ont peut-être pas écouté la partie 1 qui arrive ici, au moins ça permet de remettre un petit peu, le cadre. Bah, écoute, si tu veux bien, on va commencer l'épisode, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Avec une première question, c'est comment est-ce que tu t'es rendu sur la course et combien de temps avant le départ? Est-ce que tu es arrivé un petit peu au niveau de la course? Bah, écoute, j'ai eu beaucoup de chance d'être en condition de préparation, de pré-course, vraiment optimale avec, mon père qui m'a amené du de notre Gâtinais, du Loiret, de Montargis jusqu'au départ, enfin jusqu'à Bayonne, donc à 20 bornes du départ. Donc j'ai pu, être, être, convoité, sur place en voiture, avec, voilà, toutes mes affaires prêtes, bien reposé, j'ai pu dormir à l'hôtel à Bayonne, voilà, lit king size, pour moi tout seul, bien au frais, bien reposé. Et puis voilà, les copains étaient pas loin aussi, donc on a pris des petits cafés, voilà, c'était vraiment très décontracté, la préparation. J'étais tellement content aussi de voir, bah, moi c'est ma deuxième participation, hein, j'avais fait la première édition, et puis bah, des gars qu'on croise pas mal, qui sont avant tout des potes, donc tellement de gens à droite, à gauche, que tu te dis putain, ça fait plaisir de te revoir, et puis toi, qu'est-ce que tu fous là? Il y a plein de gens, tu t'attends même pas à les voir, et puis il y a des coureurs, il y a des supporters, des familles, des gens que tu apprécies. Il y a aussi mon pote Pierre, qui est venu mixer au départ, donc il a mis de la disco, de l'électro, de la techno à la fin. Tu sais, il y avait genre 500 personnes, c'était une ambiance incroyable. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Peut-être que j'étais un peu trop décontracté, dans le sens où j'ai pas du tout ressenti la pression, je me suis pas du tout stressé. Du coup, je suis parti, voilà, avec mes potes, comme si on partait sur un ride un peu, sans trop se prendre la tête. Peut-être que en fait, avant le départ, peut-être 2 heures, je suis revenu me reposer à l'hôtel, et je suis reparti sur la ligne du départ, voilà, pour un peu me mettre dans ma bulle avant, et pas trop me fatiguer à être sollicité partout. Mais c'est vrai que je suis parti assez vite en fait dans les Pyrénées. Voilà, et puis là on se lance dans la course, donc Oui, c'est vrai qu'on entame un petit peu, mais on va y arriver très vite. C'était voir un petit peu, ouais, comme tu l'as dit, donc tu as évité un petit peu les sollicitations en t'isolant, quelques heures. L'état d'esprit, en tout cas, vraiment, on va dire, au moment de ce départ, au moment de rejoindre la ligne de départ, tu étais dans quel état d'esprit? bah, j'étais dans l'état d'esprit, voilà, je suis super excité, je suis super content d'être là, quelle chance. Je me suis entraîné, je me suis préparé physiquement, mentalement, je suis serein. Voilà, j'ai fait ce que j'ai à faire maintenant, bah, vamos, maintenant il faut y aller, let's go. J'ai fait 100, 200, 300 mètres. Alors je me suis tout de suite un peu tourné en rond, et puis on a rattrapé le peloton, et puis on était parti. Et puis bah voilà, j'ai commencé à crier d'excitation, de rage, de soif d'aventure, d'envie, vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. Et puis voilà, on est parti, et puis je suis parti, voilà, avec un pote avec qui avait envie de partir fort, Timothée Michel. Et je lui avais dit, bah mec, on va essayer de rouler ensemble jusqu'au CP1, et c'est ce qu'on a fait. Et le départ de la course, c'était à quelle heure? Il était donné à quelle heure le C'était départ? à minuit, et j'aurais peut-être dû Minuit, donc préciser, ouais. départ de nuit. C'est ça, c'est vraiment ambiance un peu nuit électrique, tu vois, où tu sens, enfin, leur gars appelle ça le départ soleil noir. Donc c'est un départ où voilà, c'est la nuit, mais tu sens la chaleur, l'excitation, le, voilà, tout l'engouement autour de la course, toute cette énergie incroyable qui va porter les coureurs pendant 2, 3, 4, 5 jours. Et voilà, c'est juste exceptionnel. Et puis tout de suite, t'attaques.
t'attaques les Pyrénées, des bosses, et puis après, voilà, tu fais des cols jusqu'à, on est monté, je crois, jusqu'à 1002, un truc comme ça. Et moi, je suis parti assez vite, en fait, parce que bah, j'avais envie de rouler avec mon pote Timothée, parce que bah, moi, je suis un coureur qui est assez spontané, et puis qui est assez, comment dire, un peu fantasque, quoi. Je suis pas le métronome qui va dépenser le même nombre de, le même watt pendant toute la course. Voilà, il y a des fois où je suis un peu comme ça, tu vois, assez impulsif. Voilà, ça m'a peut-être un petit peu coûté. Je vous en En tout parlerai. cas, pas en plaisir, quand on t'entend Ah, parler, en tout cas, clairement pas. le plaisir était là et donc Clairement. l'objectif, c'était vraiment, bon, bah, partir, rouler à 2 assez fort jusqu'au CP1, Ouais, en fait, jusque on a roulé avec différents groupes, mais on a toujours été ensemble, et en fait, on avait pris une route un petit peu différente au départ, assez roulante, et on a rattrapé plein de petits groupes, mais là, on roulait à 30, 33, 35. Enfin, ça roulait fort, quoi. Il y a des gars qui nous ont lâchés parce qu'on roulait comme si on allait faire un 200 bornes, quoi, tu vois. Et voilà. Et puis, bah, on a bien roulé. On a roulé avec des bons rouleurs, hein. Bah, Bertrand Berger qui a gagné pas mal de Biking Man, qui est très sympa, avec un autre mec qui s'appelle Antoine Platon aussi. Voilà, deux gendarmes militaires, là, on s'est bien marré, voilà, tous les quatre avec Timothée. On a traversé les Pyrénées, on a bombardé en descente, on était à 50 à l'heure pendant, sur des portions de 5, 10, 15 minutes. On roulait vraiment très fort. Et en fait, en arrivant, c'est là qu'a été un peu ma première erreur. C'est bon, peut-être de partir vite, mais franchement, même si j'avais à le refaire, je le referais, parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, et voilà, c'est aussi ça l'instant présent, tu vois. Et mmh, en fait, quand on est arrivé dans le désert des Bardenas, donc voilà, moi, selon mes estimations, je devais arriver vers 9 heures, et finalement, avant 8 heures, j'y étais presque déjà, quoi. Lever de soleil sur le désert des Bardenas, magnifique. J'ai suivi les gars parce que je voulais arriver avec eux. Alors en fait, j'ai quitté ma trace, et en m'engageant sur leur chemin, je vois que la route, parce que c'est du coup des portions de terre battue, de gravel, on quitte la route, elles étaient dégueulasses, et là je me dis putain, pourquoi j'ai pas juste suivi mon chemin et j'ai fait confiance aux gars, quoi. Donc du coup j'ai fait demi-tour, et donc j'ai refait un détour, je suis revenu sur mes pas, et après en rentrant par un autre côté dans le désert, j'ai zigzagué, je me suis un peu paumé, et bon, voilà, je m'en voulais un peu parce que j'avais fait ces deux erreurs de pas suivre ma trace, et d'avoir fait un mauvais tracé en entrant dans le désert. Donc peut-être que virtuellement, au moment où on arrivait sur le désert, j'étais peut-être le groupe poursuite, tu vois. Donc on était peut-être peloton de 2, 3, enfin 3, 4, 5, 6, un truc comme ça. Et puis du coup, j'arrive quand même 12 ou 15e au CP1. Donc je suis un peu déçu, un peu vénère à ce moment-là, en fait, contre moi-même. Et bah, il y a mon père qui est là avec sa compagne, il y a des potes qui sont là. Je suis un peu bougon, tu vois. Je suis, ah putain, ça me saoule, j'ai envie de les rattraper. Allez, donc j'ai dit merci, bonjour, et puis je suis reparti, quoi. Et là, bah là, c'était vraiment parti voilà, on entrait vraiment dans la première journée, et mon idée était de rattraper le groupe de tête. Donc je roulais, et en fait, bah, je pensais que je roulais pas trop mal, et là je me fais doubler par un gars qui s'appelle Florent Dumas, qui est un super gars qui roule très bien, qui est arrivé quatrième d'ailleurs, que je salue au passage, avec qui on a roulé pendant 3-4 heures à un bon rythme sur le plat. J'ai pas pris beaucoup de relais, je m'en excuse, hein, Florent, mais j'étais pas au top à ce moment-là, parce qu'en fait, j'avais tout simplement puisé, enfin, je l'avais pas ressenti sur le moment, mais je m'étais quand même bien donné le matin. Donc j'avais une sorte de fatigue un petit peu musculaire. Donc à un moment, en début d'après-midi, bah voilà, il est parti tout seul. J'ai pas pu le suivre. J'étais un petit peu dégoûté. Je pensais pas que ça pourrait m'arriver, mais j'ai accepté. Et puis voilà, j'ai mis de la musique dans les oreilles. J'ai écouté. Il faisait chaud, hein, il faisait 30 degrés facile. Il fallait boire, il fallait garder le moral, il fallait rester frais. On était en fait, on montait sur le deuxième plateau. Voilà, donc j'ai mis les musiques de films de Miyazaki, là, des musiques japonaises, et voilà, j'étais dans mon monde. Donc j'étais dans un nouveau mood où voilà, il fallait penser à autre chose et avancer. Et voilà, donc bon an, mal an, j'ai continué ma route jusqu'à Molina
de Aragon, et puis après jusqu'à Villanueva de Alcaron, qui était en fait l'endroit où j'avais prévu de dormir, donc à peu près après 500 bornes. Donc 500 bornes, il était peut-être 21h, 22h quand je suis arrivé, donc en 21, 22h, c'était quand même pas Mm. mal. Euh, voilà, donc là j'ai dormi là-dedans avec un pote, avec le copain Thibaut Langlette, très bon pote, avec qui j'étais très content de finir cette première journée. Et voilà, donc on a dormi avec le copain Paul Dufresne. On a dormi. Alors moi, j'ai fait encore une erreur, c'est que je voulais dormir 3 heures. En fait, j'ai dormi 4 heures. J'ai mal réglé mon réveil. Ah, Donc en repartant, en fait, au moment où ils ouvrent la porte, je me dis ah bah cool, les copains me réveillent très bien. Et en fait, ils sont habillés en cycliste et ils me disent bah on y va mec, tu t'es pas réveillé. Je me dis ah putain merde. Donc voilà, j'ai dû vite me préparer. Donc en 3 quarts d'heure, j'étais sur pattes, j'étais sorti. Bon, je sais pas si, in fine, finalement que j'ai dormi un peu plus, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que j'ai rattrapé les gars en fin de journée, mais voilà, c'est quand même une petite faute. Après, voilà, j'étais sur les plateaux montagnards, là, on était sur l'Alto Tajo, donc on était à 1002, 1003, 1000 mètres. Il était peut-être 5 heures du mat, il faisait très froid, il faisait 0 degré. Heureusement que j'étais bien couvert, mais il y a des gars que j'ai croisés à ce moment-là où j'étais peut-être, je sais pas, 25e, j'avais perdu pas mal de place, qui me disent ils sont repartis. En fait, il a tellement fait froid que leur corps s'est anesthésié et en fait le sommeil les a regagnés alors qu'ils venaient de dormir, tu vois. Le froid en fait les a cueillis, quoi, les a vraiment endormis. Et voilà, donc là, tu as juste envie que le soleil se lève. Donc voilà, tu descends dans la vallée. On check un CP avec un gars aussi très cool qui s'appelle Clément, du Fast Club. On a roulé ensemble un petit peu. Ensuite, on a pris des routes différentes. Et puis, j'ai. Bon, je déballe la course, hein, si tu veux me ouais, ouais, couper. ouais. Non, mais j'écoute attentivement. Je suis Euh, embarqué avec toi là. Yes, et puis bah voilà, après ce CP-là, en gros, t'arrives à peu près. Donc la veille, on était passé pas très loin de Saragosse, pour vous situer un peu. Là, on prend la direction de Madrid, donc on est vraiment en plein dans la diagonale du bide espagnol. Moi, donc là, en gros, pendant presque 200 bornes, en fait, tu vas croiser quasiment aucun village. C'est le dimanche, donc très peu de commerces sont ouverts. Heureusement, la veille, donc j'avais dormi dans une petite auberge en fait. La tenancière m'avait donné du pain, du fromage, du jambon, donc j'avais fait des stocks. Euh, et j'avais mis ça dans un sac un peu. Voilà, si tu vois des photos de moi en train de faire du vélo, j'ai genre des poches de partout, des sacs qui traînent. Enfin, c'est vraiment une Oui, caravane, quoi, tu vois. j'ai vu passer une photo, il y a une canette de Red Bull dans la poche du cuissard. Ouais, c'est ça. Je m'embête pas trop. Je mets tous les trucs où ça peut tenir un peu dans le t-shirt. Je mets des trucs parfois. Enfin, bref. Et donc, du coup, 200 bornes dans le sud de Madrid en direction de Tolède, pour être plus précis, donc entre deux CP. Là, j'ai rattrapé pas mal de places. J'étais peut-être à la, je sais pas, 20e place. Je suis remonté jusqu'à la 10e place. Je me suis quasiment pas arrêté. Voilà, là, t'écoutes de la musique pour faire passer le temps parce que voilà, c'est pas ultra enthousiasmant les paysages que tu croises à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment le gros centre de l'Espagne, encore une fois, qui est un pays montagneux avec bah, des plateaux très déserts parfois, bah, surtout un dimanche, hein, il se passe pas grand-chose. Là, j'ai refait une connerie encore. J'avais fait une mauvaise trace, donc en fait, non, j'avais pas fait une mauvaise trace, mais j'ai pas regardé ma trace à un moment et j'ai continué genre 5 bornes tout droit et je me suis dit putain merde, j'aurais dû tourner à droite. Donc voilà, tu perds entre 5 et 10 bornes, donc tu prends 20, 30 minutes dans la vue comme ça et tu te dis putain mec. Bref, voilà. Pas évident, donc après t'as plus de nourriture, donc tu t'arrêtes dans une station-service pour refaire le plein. Là, je me dis bon bah voilà, là je remonte quand même bien. Je suis arrivé, euh, je suis arrivé à un CP magnifique dans le. Alors je crois que ça s'appelle les Barrancas, un truc comme ça. En fait, c'est une grosse formation géologique où t'as des incurvations dans la roche désertique, c'est exceptionnel. Donc voilà, très content de voir ceux de CP. Bah, je pensais qu'il allait y avoir des copains qui allaient être là. En fait, il y avait personne. Je me disais que l'orga ou bien mon pote Noé qui est dans l'orga allait être là. Et en fait, bah, je vois personne alors que bah, je m'étais donné pour quelqu'un au CP. Tu vois, tu te dis, ah, j'ai envie de voir des humains, j'ai roulé un peu tout seul toute la journée. Et non.
Donc voilà, tu repars et bah, moi, voilà, toujours, dans le même état d'esprit, où j'ai envie de rattraper un peu doucement mais sûrement devant. Je suis bien motivé Parce que là, on est à et peu près, milieu de course à peu près là, à ce ouais, c'est moment-là? ça, exactement, c'est tout à fait ça, milieu de course. Là, je reçois pas mal de messages, de la famille, des copains qui me disent: «Ouais, c'est super, fais-toi plaisir, éclate-toi». Enfin, on avait encore une fois une météo qui était parfaite, hein, peut-être un poil chaude, surtout les organismes sont pas habitués, tu sais, ça fait, 2 mois qu'il pleut en France. Tu arrives en Espagne, tu te prends un 30-35 degrés, tu bien cuit. D'ailleurs, j'ai des traces des coups de soleil de ouf. Bref, donc voilà, je suis dans une bonne forme et là, je me dis: «OK, bah, Julo, prépare-toi là, tu vas monter sur un nouveau plateau». Donc en fait, en gros, chaque jour, on montait sur un plateau et on descendait dans des vallées, enfin, dans des grandes plaines, quoi et on remontait et là, je me disais: «OK, bon, bah, cette nuit, tu vas tenter, voilà, c'est la nuit du chasseur, tu vas rouler et tu vas rattraper des gars et ça va te motiver et tu vas tout donner, voilà, tout donner». Et là, en gros, bah, voilà, du coup, je suis dans ce mood-là. Je continue et là, donc on monte sur le plateau. Je suis bien. On arrive en fait dans la zone qui s'appelle la Sibéria. La Sibéria, voilà, c'est un plateau montagnard espagnol, voilà, dans le sud-ouest. Et voilà, là, j'écoute de la grosse techno mentale parce que voilà, il est genre 2-3 heures du mat. Là, je prends j'ai du guarana, donc c'est des graines naturelles, c'est bien bien moussantes. Je me dis, bon, bah vas-y, mec, allez, c'est maintenant. Je me sens vraiment bien. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, etc. Et là, j'arrive dans un bled et assez sympa, tu vois, un peu rustique. Et là, je tombe sur un âne qui est en train de genre, comme si tu croises un cheval au plein milieu de je sais pas, d'Annecy, tu vois, tu te dis: «What the Mmh. fuck?» Enfin, c'était presque ça, j'étais dans une petite ville, tu vois, et je croise un âne comme ça qui est au trot et je me dis: «Mais il veut quoi lui?» et tout, tu sais? Genre, je suis un peu choqué, je me dis: «Attends, je suis déjà en train de faire une hallucination Ouais, là». c'est Bref, voilà, donc c'était assez drôle. Je continue à rouler, là, je me dis: «Vas-y mec, c'est vraiment, allez, c'est tonight is the night», tu vois? Et voilà, donc j'arrive, au CP 5 ou 6, je crois, Sancti Spiritus. Alors je me suis bien foutu de la gueule d'Yvan, je lui disais: «Putain, mais c'est quoi ce CP claqué, mec, que tu dans un petit village?» Bon, en fait, soi-disant, c'est un village de saints avec, une belle église, machin. Bon, mais bon, dans la nuit, tu vois pas grand-chose, tu traces et après, attention, le CP de tous les dangers, non, le premier CP de tous les dangers, ouais. le CP, autour de putain, je m'en veux, je connais même pas le nom des CP, mais Là, le CP d'après, je suis sur la map, alors, ouais, ouais, j'invente rien parce que ouais. j'ai pas d'autre en tête, c'est Sibéria avec, le CP6. Est-ce que c'est S celui-là dont tu veux parler? Sancti Spiritus, c'est avant? CP6? Oui, c'est avant, c'est le 5. OK, bah, alors c'est en gros, appelons-le comme ça, Sibéria. En fait, en gros, alors ça, je dis que c'est le CP de tous les dangers parce qu'en fait, j'avais pas du tout prévu et là commencent les problèmes. C'est la fin de l'euphorie, mais en gros, je sais que là, virtuellement, je suis genre 7e, je suis vraiment dans une bonne forme. Et en fait, ce CP, donc déjà, t'arrives, t'es au milieu d'un lac et t'as un énorme cône, un espèce de micro-mont comme ça, autour duquel tu peux passer. Enfin, c'est juste exceptionnel cet endroit. Il faudra mettre un lien dans je sais pas quoi, mais il faudra communiquer sur ce. Bah, c'est vrai que sur la Quoi. photo qu'il y a sur, Decius Bicus, on le voit bien, hein, le mont comme tu le décris avec le lac tout autour. Ah, c'est C'est vrai que exceptionnel. c'est impressionnant, quoi. Et là, alors c'est pas pleine lune, mais t'as quand même une lune sympa, assez dégagée. Et là, t'es hyper planant. Tu te dis, waouh, il y a personne autour de moi. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. C'est quoi cet énorme cône, tu vois? Je vois des lacs autour, je vois des formations. Enfin, t'es vraiment en transe, tu vois? Et c'est pour ça qu'on fait ça, tu vois? Et bon, voilà, j'arrive, je me dis, bon, le CP est pas trop loin, il commence à se faire désirer, machin. Et là, bah, mon pote Noé dans l'orga m'envoie un message, me dit bah il y a Justinias, Levitska,
le coureur, l'ultracycliste lituanien qui est très chevronné, qui est un des meilleurs de la catégorie, hein, qui a gagné la classe Mountain Race en début d'année, vraiment un gros client, qui est juste devant moi là, et en fait il me dit ouais, en fait il a crevé sur le chemin de gravel. Je me dis bon déjà il y a un chemin de gravel, j'avais Ouais. pas trop prévu ça, et en plus il a crevé, bah très bien, bah, je vais le voir peut-être. Et donc en fait je le vois sur le chemin de gravel, donc en fait on se tape déjà 10 bornes de gravel, alors c'était pas prévu dans mon esprit, parce qu'en fait vu que c'était deux CP étaient très rapprochés, tout le monde prenait le même chemin, donc bah, je le vois, je l'aide, normal, tu vois, donc ça, bon, bah, je perds 25 minutes. Je sors ma chambre à air, je l'essaie de l'aider, et puis bah, en fait, la chambre à air est pas adaptée parce il a besoin de valves longues parce qu'il a des pneus profilés, donc bon, bah tant pis, merci de m'avoir aidé, mec, ciao et tout. Il voulait me donner un truc pour l'avoir remercié de l'aider, et puis il me faisait pitié, tu sais, il était comme un verre avec son sac de couchage au milieu de la route, comme ça, en fait, il avait fait un barrage sur la route pour que arrêter les cyclistes qui passeraient, pour que Mm. quelqu'un lui trouve en fait une chambre à air qui soit conforme à la sienne, quoi. Donc en gros il laissait pas le choix aux cyclistes de s'arrêter, il somnolait, enfin c'était très ghetto, mais ce mec il a une grosse patate et une joie de vivre, donc il était content, tu vois, voilà, il me disait bon bah au moins j'admire les étoiles, et je disais bah écoute mec, kiffe ta vie, on se recroise plus tard. Voilà, donc là voilà, je m'étais arrêté, donc j'avais un peu redescendu en température et en tension. C'est un peu le piège, tu vois, c'est ah, t'es tout chaud, tout flamme, et là, un petit coup de mou déjà. Donc j'arrive au CP. Ensuite, là, je me dis, bon, bah voilà, tu vas continuer sur ta grosse night, là. De toute façon, voilà, je me sentais un peu, peut-être un peu trop. Je me suis peut-être vu un peu trop beau, mais voilà. Donc Red Bull, je te la prends. Ensuite je te prends de la caféine, du guarana, voilà, tout est bon. Et là, je repars, et là, tu te reprends 10 bandes de gravel sales. Et là, et qui montent parce que tu descendais au début et tu remontes. Et là, je me dis, ah ouais, putain, c'est chaud là, j'avais vraiment pas prévu ça. Bon, bah, tu roules. Toujours la techno dans les oreilles. Parce Et que là, ton vélo, il est vraiment équipé route, quoi, au niveau taille bah, de pneu. ouais, en fait, bah, déjà, je suis en pneu, hein. Il y a 2 ans, j'étais en boyau, donc c'est déjà mieux. Et bah, j'ai un vélo qui est relativement neuf, qui est en fait profilé un peu gravel. Genre, je sais plus quelle section j'ai sur mes pneus, mais ils sont assez épais. J'ai des pneus Roubaix, donc c'est des pneus qui sont assez adhérents, assez résistants, même s'ils ont un bon rendement. Donc enfin, voilà, ils étaient prévus pour des petites portions gravel, donc j'étais pas trop inquiet. Mais juste, en fait, c'est dur tu perds bah, 10 km, 10 km heure, et puis surtout, c'est beaucoup plus demandant, et puis bah, c'est vraiment fatigant. C'est difficile, et surtout quand tu l'as pas prévu, en fait. Et ce que j'avais pas non plus prévu, moi, je pensais que jusqu'au dernier CP avant l'arrivée, il me restait 200 bornes. Et en fait, pas du tout, il me restait 380 bornes. Et là, ça m'a mis un petit coup. Je me dis, ah ouais, mais là, je vais difficilement pouvoir faire 380 bornes d'une traite. En fait, moi, j'avais prévu de tout donner jusqu'au CP. Je pensais que dernier CP avant l'arrivée, je pensais vraiment qu'il restait 200 bornes. Donc là, difficile, tu vois, genre coup d'arrêt, grosse caféine, mais tu te dis, ok, il reste quand même 380 bornes. Tu commences un peu à te dire, ah, il fait peut-être devoir dormir. Et là, tu commences à être un peu fatigué. Et là, tu dis non, je vais pas dormir, je continue, je m'en bats les couilles. Et là, tu peux plus, mec. Et en fait, vers peut-être 5 heures du mat, je suis mais en littéralement une seconde, j'ai eu un coup d'arrêt, mais genre net. Et je me suis dit, ok, donc là, tu t'arrêtes. Bon, bah voilà, t'es sur une nationale un peu chelou là. Tu as un chemin qui part sur la droite, tu te mets là-bas, tu sors tes couvertures de survie, t'essayes de dormir. Donc, bon, voilà, là, c'était vraiment. Très crapuleux, donc j'étais en train d'essayer de dormir, mais vu que j'étais hyper stimulé, bah, j'ai pas eu un sommeil très quali, donc au bout d'une heure, même une petite heure, avec finalement un sommeil très peu réparateur, je suis reparti. J'ai écouté j'ai réécouté de la musique, je sais plus ce que j'écoutais à ce moment-là, genre peut-être du Radiohead ou un truc comme ça, enfin pour un peu me pulser, mais et puis lever de soleil, très bien. Et en fait, pendant genre 2 heures, 2 heures et demie, j'étais complètement rincé. Donc en fait, je roulais à 20 à l'heure, alors que il n'y avait pas de raison que je roule si peu fort. Mais là, c'était dur. Je me disais, ok, avance, avance, avance. Euh, ça va s'améliorer. Effectivement, quand le soleil se lève, ça va mieux. Et en fait, je me suis arrêté dans cette ville de Mérida, une ville, voilà, genre à 100 bornes de la frontière portugaise. Et là, je me suis dit, bah, il faut que tu manges parce que tu as besoin de manger, et surtout parce que tu as mangé de la merde depuis le début de la course, hein, parce qu'en fait, il n'y a aucun endroit où j'ai pu faire
un ravitaillement propre, parce que, ben, pendant 2 jours, en fait, quand tu es dans des zones désertiques comme ça espagnoles, samedi, dimanche, il y a personne. Enfin, voilà, la nourriture espagnole, hein, c'était du snack, c'est des tapas, des trucs comme ça. Donc j'avais mangé du chorizo, des cacahuètes sèches, des trucs comme ça. J'avais jamais trouvé de fruits, j'avais jamais trouvé de trucs frais, etc. Donc là, je me dis, ok, Mérida, c'est une grosse ville, tu vois, je vais trouver un truc. Et donc du coup, je m'arrête dans un carrefour et là, je suis bon, ok, je prends de la burrata, je prends des avocats, je prends des fraises, première fraise de l'année, tiens. C'était pas très bonne, mais c'était quand même les meilleures fraises du monde. Ça a fait vraiment du bien au moral et ça, c'est une autre erreur que j'ai fait, c'est que j'avais avec sur moi des compotes naturelles, voilà, Fort Ultra d'ailleurs qui m'avait généreusement approvisionné avant la course. Mais voilà, j'avais pas anticipé ce point important, du fait d'avoir besoin de nourriture vraiment fraîche et la difficulté de m'en procurer, parce qu'il y en a qui vont noter, tu sais, genre, tous les supermarchés qui sont ouverts à quelle heure pour anticiper ça. Moi, j'étais un peu plus freestyle là-dessus, tu vois, parce que j'avais jamais vraiment eu ce problème. Et puis autre chose, pendant la nuit, je m'étais pas arrêté, donc je m'étais pas nettoyé, notamment lavé les dents. Et en fait, bah, ta bouche, elle brasse tellement de nourriture, elle est tellement active que, et bah, elle travaille. En fait, j'étais extrêmement irrité parce que je m'étais pas brossé les dents et j'avais des aphtes et j'avais des difficultés à boire, tu vois. Au début du Mmh. troisième jour, je pouvais manger, ça me faisait mal, boire, c'était aussi désagréable. Donc, tu vois, c'est pour te dire à quel point est-ce qu'il faut. Voilà. Donc, les amis, pensez à vous brosser les dents quand vous faites de l'ultra et quand vous mangez beaucoup, en fait, de manière générale, parce qu'après, et ben, ça travaille et ça fait mal. Donc, voilà, je suis à Mérida et là, donc, je repars. Et puis, vu que j'étais sorti de ma trace pour aller à Mérida, j'ai dû faire des zigzags, enfin, le GPS me fait faire des zigzags pour rattraper ma route, donc je commence à me perdre, à descendre dans la ville, à remonter, des sens interdits. Ensuite, je dois prendre une route qui est barrée, du coup, je dois revenir sur mes pas. Enfin, je deviens fou, quoi. Je me dis: «Putain, ça y est, je suis sorti de cette putain de ville». Et donc j'ai perdu presque une demi-heure au passage, enfin, plus une pause de presque 30 minutes. Bon, voilà, j'en avais sûrement besoin, donc je repars. Là, je me dis, bon, bah voilà, genre, là, ça a été vraiment très très dur cette troisième matinée, oublie-la. A priori, voilà, je regarde un petit peu le tracker de temps en temps, je vois que, bon, voilà, je suis peut-être, je sais pas, 12-13e de la course. Je me dis, bon, bah, t'es quand même 12-13e sur 350, c'est quand même pas trop mal. Et puis surtout, bah, encore une fois, voilà, j'ai compris à ce moment-là que je pourrais pas atteindre mon objectif ultime qui était la première place ou le podium parce que les gars étaient trop loin devant, avaient trop bien roulé. Je me dis, bon, bah voilà, maintenant, j'ai fait un petit bilan avec moi-même. Je me suis dit, voilà, tu t'es quand même bien débrouillé, t'as fait le taf, t'as surtout pris du plaisir, même si c'était dur ce matin. Et puis bah, il te reste une grosse journée de vélo, tu vas arriver au Portugal, ça va être une ambiance différente, des paysages différents, tu vas sentir l'arrivée qui va t'aspirer, etc. Voilà, donc je me suis remotivé, ça n'a pas été facile, hein, je t'avoue. Tu te dis ça, tu dis, allez mec, t'attends un déclic un peu psychologique, allez, il faut. Et puis voilà, j'arrive au Portugal, je commence à me relancer, je me dis, cool, le Portugal, je vais passer près de Évora, là où je suis allé avec ma mère en vacances il y a 6 ans et ma sœur, c'était grave cool, tu sais, on était dans une poussada, machin. Bref, enfin voilà, tu t'accroches à tout ce qu'il y a de bon pour avancer. Et puis voilà, donc je m'arrête dans une station-service juste après la frontière, là, c'est un gros faux plat montant. On passe dans la ville d'Elvas, qui est magnifique, une ville classée au patrimoine UNESCO. Et après, je me dis, ok mec, là, pendant 3 heures jusqu'à Évora, en fait, le Portugal, c'est très traquenard parce que ça monte un petit peu, mais c'est que des montées, descentes, des up and down. Et ça, je t'avais dit, hein, dans la stratégie de Mmh. course, c'est le pire truc. Mais bon, au Portugal, tu peux pas trop y échapper, hein, c'est comme ça partout. Et donc, alors, il faut savoir que les Portugais, hein, j'aime beaucoup les Portugais, mais c'est des sacrés chauffards. Pourquoi? Parce qu'en Espagne, il y a plus de cyclistes, donc il y a une solidarité un peu civique, je dirais. Et puis surtout, le code de la route espagnol est beaucoup plus sévère avec le doublage de voitures, etc. Donc au Portugal, c'est royal pour faire du vélo. En Espagne, pardon, au Mmh. Portugal, c'est plus compliqué, des routes qui sont. Donc il fait très très chaud, là il fait peut-être 30, ressenti 35 degrés. Voilà, genre, c'était 16, 17, 18 heures, l'heure à laquelle les routes sont assez blindées. C'est des routes qui sont très roulantes, très rapides. Donc
là, mec, je commence à me dire: «OK, je vais vraiment me mettre à bloc». Aussi parce que je sais qu'il y a des gars qui reviennent derrière un petit peu, bah, justement Justine elle se revient, il y a aussi, Thibaut Sambour, que j'avais croisé, qui est là, qui s'est bien relevé parce qu'on l'avait croisé le premier soir, il était dans le dur le copain, mais il s'est bien relancé. Voilà, donc je me dis: «OK, bah, maintenant essaie de t'accrocher, et donne tout ce que tu as de toute façon». Donc là, je suis à bloc en gros pendant 3 heures et ça, c'est vraiment, épique, je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, dans les descentes et les montées, donc peut-être que je sais pas en 2 heures, je fais, je sais pas, enfin peut-être qu'en 200 kilomètres, il y a peut-être plus de 2000 de D+, ou 2003, ça fait que monter et descendre. À chaque fois, tu vas monter, je sais pas, 150-200 de D+, et après tu vas redescendre et remonter. C'est que ça, donc tu es à fond en descente, en montée, tu es en danseuse, tu donnes tout ce que tu as. Et là, en fait, je me dis que si je donne un coup de genou dans mon guidon ou quoi, mais je pars à 10 mètres et genre complètement rayé de la carte, quoi. Je mesure le risque que je prends à ce moment-là et heureusement que je suis lucide. Pourtant, j'ai pas fait de sieste alors que j'ai mal dormi. Je me demande comment c'est possible. Et là, tu sais très bien, c'est l'adrénaline qui te maintient. Donc je donne tout. Et là, en fait, j'arrive à Évora. Je me dis, bon, je vais faire un break à Évora. Tu vois, ça va me faire du bien. Après, il reste 100 bornes jusqu'au CP. Donc j'ai bien roulé, il est peut-être 15-16 heures, et là je me dis, et là en fait en arrivant à Évora, je commence à tiens-toi bien, avoir une hallucination psychologique. Hallucination psychologique, ça m'était jamais arrivé. Alors, j'ai jamais eu d'hallucination visuelle, avant d'ailleurs. Tu sais, parfois il y a des cyclistes qui vont voir, Ah, c'est quoi d'ailleurs, oui, tu appelles, psychologique? Parce que c'est que visuel comme tu dis, c'est vrai que ouais, ouais, ouais. on interprète un je sais pas, il y a un tronc d'arbre avec une petite forme dessus, on pourrait croire que c'est un squelette ou autre, Ouais, mais c'est ça. psychologique, ça correspond à C'est ça, quoi? bah, hallucination visuelle, en gros, c'est ce que, la plupart des cyclistes ont. Donc effectivement, tu vois un panneau, qui te court après, ou tu vois Louis de Funès ou la reine d'Angleterre, derrière toi, tu vois? Ou bien Jean-Luc Mélenchon en hologramme. Et après, hallucination psychologique, bah, moi, je les appelle comme ça, en gros. Hem, bon, en ce moment, j'ai plus ou moins une nana et j'avais l'impression qu'elle était avec moi, tu vois? Mais je la voyais pas. En fait, j'ai l'impression qu'elle était à côté de moi, mais psychologiquement, j'avais ce ressenti, tu vois? Et pareil, à un moment aussi, je parlais à une pote, tu vois? Et je sais plus de quoi on parlait, mais je lui parlais comme si elle était là, tu vois? Et là, en fait, c'est chelou, tu vois? Tu parles, mais tu sais pas ce que tu dis, tu as aucun contrôle. Enfin, c'est un petit peu inquiétant, bon bref, en tout cas, c'est une expérience, ça c'est sûr. Là, je me dis: «Mec, là, tu es loin quand même». Bah, écoute, fais une petite pause à Évora, ça te fera pas de mal. Donc je vais dans un café, ils me voient arriver, ils me disent: «Vas-y, assieds-toi». Je leur dis: «Non, non, je veux pas m'asseoir, je suis un peu en mission». Donc là, je mange du porc, mariné, des frites, ça me fait du bien, encore une fois, de manger quelque chose de consistant. Je repars. Et là, je me dis: «OK, il reste 100 bornes au dernier CP, vas-y, cool». Et en fait, on est dans la région de l'Alentejo, l'Alentejo, magnifique. Magnifique parce que, bah, c'est une belle région déjà, et surtout à cette période de l'année, donc là, il faisait beau, chaud, et surtout très vert, très gras. Il a beaucoup plu au Portugal ces derniers temps, comme, partout en Europe. Hem Et en fait, bah, le pays s'est recouvert de pelouse, de mousse, d'arbres, qui commencent à fleurir. Enfin, c'est vraiment magnifique parce que le Portugal, comme l'Espagne, hein, normalement, c'est très, très sec, tu vois? Tout est jaune. Et là, en fait, t'as l'impression d'être, je sais pas mec, comme si tu dans la savane, ou dans enfin, dans un espèce de monde idéal. Tout est hyper bucolique autour de toi. Déjà, c'est le golden hour, donc bah, tu un super coucher de soleil, et tu vois des paysages pittoresques, tu vois des familles, qui sont en train de jouer, qui rigolent, tu vois des animaux. Enfin, c'est juste tellement incroyable. Enfin, ça, plus l'effet de l'endorphine, tu te dis: «Putain, mais c'est pour ça que je suis là», tu vois? C'est un petit peu comme la veille avant que je me tape, les portions dégueulasses de Gravel et que je commence à rentrer dans une spirale infernale. Là, j'étais trop bien et je me dis: «Mais ça y est mec, enfin, je suis là, tu dans un sentiment de plénitude», tu vois? C'est exactement ce que tu viens chercher, et là, je sais que j'ai déjà réussi ma course, en fait, parce que, bah, voilà, c'est un de mes objectifs, c'est de ressentir ce genre de choses, et des choses qui sont très, très rares, que j'avais ressenties quand j'avais gagné la course à la Nomadiane l'année dernière, quand j'étais tout en haut
des monts du Monténégro, du Dormitor, où je redescendais sur Podgorica pendant 50 km où je pédalais pas. Enfin, c'était exactement cet effet-là, tu vois, vraiment de transe un petit peu. Donc je roulais bien, mais je me suis pas monté le chou, hein. J'ai pédalé un peu moins fort quand même, mais je roulais bien. Et là, bah, je regarde un moment le tracker et je vois que finalement, bah, même en roulant pas à bloc, je suis pas trop loin quand même des mecs qui sont devant moi. Donc là, peut-être que virtuellement, je suis peut-être genre 9ème à ce moment-là. Et je vois que derrière, ils sont assez loin. Donc je me dis, bon, bah, ok, cool, bah, c'est bien, essaye d'assurer ça, quoi. Et donc je roule. Là, j'arrive pas trop loin. Je suis peut-être à une dizaine de 5-10 bornes du dernier CP, qui est donc pas loin de la mer, sur une plage. Et là, je recroise Justinias, qui m'était repassé devant pendant que j'étais à Évora. Il est avec Zélie aussi, qui est une coureuse qui est arrivée première femme, qui fait une course vraiment remarquable. Chapeau à elle. Je crois que c'était une de ses premières courses d'ultra d'ailleurs. Là, je les croise et ils m'expliquent qu'en fait, parce qu'en fait, il faut savoir que le dernier CP, il était donc sur la plage. Tu devais donc être sur une route, descendre pendant genre 5 bornes, remonter, et après, soit tu refaisais le tour pour repasser dans les terres et contourner un peu le sort de golf pour remonter par la droite à Setoubal, soit tu montais sur la presqu'île à gauche, tu prenais un ferry ou un catamaran, et ensuite tu arrivais à Setoubal. Et donc, Comment en l'é- ça, un catamaran? bah, parce qu'en fait, sur papier, tu avais un service de. C'est des services publics, hein, donc un service de ferry boat qui normalement OK. courait jusqu'à 22h. Et après 22h, jusqu'à genre, je sais pas, minuit, 1h du mat, tu avais sur papier des catamarans qui prenaient des gens et qui te faisaient traverser. Donc, c'était genre 15 minutes de traversée pour arriver à Setoubal. Donc, en gros, soit tu faisais le compte, enfin, c'est la logique, et ce que les gens, quand ils ont pu, ont fait, c'est qu'ils prenaient la presqu'île ensuite sur la gauche pour aller jusqu'à l'embarcadère, donc 40 bornes, et ensuite ils traversaient, c'était 15 minutes de bateau, et ils arrivaient à Setoubal, donc 40 km plus ferry, ou bien tu contournais et tu faisais 100 bornes. Et là, en fait, quand j'arrive en direction du CP, je vois Zélie et Justinès qui reviennent en fait sur leur page justement pour contourner et pour faire les 100 bornes et pour arriver à l'arrivée. Et là, je comprends qu'ils ont décidé de ne pas prendre un catamaran que moi j'avais spoté. Donc en fait, en gros, j'avais spoté ce catamaran qui était genre à 23h30, je crois. Je voulais vraiment le prendre bah, parce que enfin pour plein de raisons, mais en gros, j'ai dit à Zélie et Justines, vous êtes sûr que vous voulez pas prendre le catamaran? Il y a un catamaran, hein, je sais pas si vous avez vu, etc. Et bah, je comprends qu'ils ont décidé de pas le prendre et qu'ils veulent continuer leur route, pas de souci. Et donc là, j'arrive, je, je quitte la route principale pour descendre sur le dernier CP. Je descends, je descends, je descends. Et là, je suis peut-être à peu près 1 km du CP. Et là, je croise Antoine Sambour, pardon, Thibaut Sambour, le copain donc, que j'avais croisé le premier soir quand il était un petit peu dans le mal, qui avait roulé aussi fort dans la journée et qui était mais complètement cramé. Mais genre, il avait vraiment perdu ses moyens, il était vraiment, vraiment dans le dur. Moi, j'étais pas trop mal en vrai. Et là, ça a été un gros, gros moment de la course. Je suis à peu près à 1 km du CP, j'estime. Et là, je croise donc Thibaut. Et là, en fait, il y avait le CP3 que j'avais validé au début du deuxième jour, là, après m'être réveillé en retard quand j'avais roulé avec le poteau Clément du Fast Club. En fait, j'avais checké le CP alors que j'étais peut-être à quelques centaines, 500 mètres du checkpoint, parce que j'avais croisé des accompagnants qui m'avaient dit: ah, mais t'inquiète, ici ça le bip, c'est bon. Donc je m'étais dit: ok, très bien, cool, bah, j'avais un peu discuté avec eux et j'étais reparti. Et là, je sais que je suis pas trop loin du CP, je croise Thibaut, il est trop dans le mal, c'est un mec pour qui j'ai toute ma sympathie, avec qui j'avais roulé, et là, hyper humainement, je me dis: bon, bah, mec, vas-y, on va choper le dernier ferry, enfin le catamaran en tout cas sur papier, on va l'avoir, il est dans 1h15, on peut l'avoir, c'est genre à 40 bornes, ça peut le faire. Et il me dit ouais, ok, très bien, bon bah on décide d'y aller ensemble, on se motive. Alors qu'à ce moment-là, il me faisait comprendre qu'il était sur le point de s'arrêter et de dormir, il était complet, il savait pas quoi faire, il se sentait pas de refaire 100 bornes, il était complètement fracassé. Il n'avait pas a priori l'information qu'il y avait un bateau qui était accessible encore à cette heure-là, parce que normalement les ferries c'était jusqu'à 22h. Après il y avait des catamarans, mais on n'était pas sûr
que déjà, il fallait qu'on trouve l'embarcadère parce que c'était un embarcadère différent et il était pas sûr que le service, que les vélos puissent être pris parce que normalement sur les catamarans, c'était pas possible. Donc en fait, on s'est motivés, on est partis ensemble et là, je reçois un message de mon pote Noé qui est dans l'orga qui me dit: «Mec, t'as pas validé le CP, il faut que tu le valides» et là, je lui dis: «Bah mec, là, je suis en route, on va batailler pour avoir ce ferry, ce bateau». Parce qu'en fait, il s'avère que c'est un ferry, mais en fait, on pensait que c'était un catamaran encore à ce moment-là, mais c'est pour ça que je dis le ferry. Mais donc là, je dis à Noé qu'on verra ça plus tard. Donc en gros, je comprends que, bah, j'ai pas checké et que c'est un problème. Donc on se donne tout. Là, voilà, je tire le copain Thibaut qui est dans le dur, mais qui a repris du poil de la bête. En arrivant à 5-10 bornes du ferry, je prends les initiatives. Je savais précisément où était le ferry parce que je l'avais bien mis sur ma trace. C'était un embarcadère qui était différent, j'avais bien anticipé ça. Et là, on arrive genre à même pas 30 secondes près du départ du ferry, alors qu'on était à bloc pendant 20 bornes. À la fin, on donnait tout ce qu'on avait, les routes étaient un peu dégueulasses, tu sais, c'est genre en fait, je sais pas si vous connaissez Quiberon, la presqu'île de Quiberon, c'est un peu le même délire. Tu sais, tu dans le Morbihan là, tu de Vannes, machin et là, t'es sur une seule route et des 2 côtés, t'as la mer et c'est un peu ça, tu vois? T'es tout seul sur une route, de droite et gauche, tu vois un peu la mer, des arbres et tout et des plages et c'était ouais, un finish qui était vraiment hyper haletant. Et là, en fait, on arrive dans le ferry et on est trop content. Genre, on se fait explosion de joie, on se fait un gros câlin et tout. Et on arrive et je suis trop content, tu vois. Putain, c'est une super belle arrivée parce que en fait, moi, ma hantise, bon, déjà, j'arrive en 3 jours, donc je remplis mon objectif. Et ma hantise, c'était de rester bloqué avant le ferry, de devoir attendre je sais pas combien de temps parce que soit il y avait un catamaran après et c'était pas sûr qu'il pouvait nous prendre parce que finalement, trop bizarre, c'était un ferry, c'était pas un catamaran, donc on n'a pas eu de problème pour mettre nos vélos, c'était un truc service normal, tu vois. Mais si j'étais resté à quai, bah, ça aurait été chaud. En fait, tu vois, c'est tout bas de l'autre côté, mais t'as 100 bornes à faire, ça te met un énorme coup. 100 bornes plus 40 bornes en plus, parce que tu dois refaire 40 Mmh. bornes de l'autre côté. Enfin, ça aurait été une fin horrible et ça aurait limite, enfin, gâché l'aventure. Et en fait, c'était ça le gros risque du ferry, c'est que ton arrivée et ta course dépendaient de cet aléa, du fait que, bah, tu étais pas sûr de l'avoir, pas sûr de pouvoir mettre ton vélo, pas sûr des horaires et cetera et en fait, j'en ai parlé avec tous les cyclistes, on trouvait que c'était assez vicieux donc bon voilà, après c'est l'esprit mal placé d'Yvan mais non, mais ça fait partie du croustillant de la Désertus et je remets pas du tout en cause ce choix de course, hein, mais juste, en fait, psychologiquement, c'est intenable et moi, franchement, quand je descends sur la route et que je suis pas loin du CP, je pense à 2 choses. Je me dis, déjà, bon, je veux croire que j'ai checké le CP. Ensuite, je croise Thibaut, qui est vraiment, dans un état difficile et c'est là où, bah, je décide de faire demi-tour pour, aller vraiment choper ce ferry et je décide vraiment de l'emmener. Pour moi, c'est vraiment fondamental et aussi parce que j'ai envie de terminer cette course avec quelqu'un, tu vois? J'ai envie j'ai été tout seul pendant quasiment, un jour et demi. J'ai passé toute ma journée tout seul dans le dur, tu vois? Dans le mal le matin, ensuite j'étais à bloc, ensuite j'ai eu des alus, tu vois? Enfin, difficile aussi de faire un choix lucide à ce moment-là, tu vois? Voilà, moi je me sentais pas trop mal, mais c'était difficile de faire la part des choses. Évidemment que j'aurais dû aller en bas de la route pour en avoir le cœur net, mais c'était voilà, j'étais pris un peu entre ces différentes influences et de toute façon, moi, à ce stade-là, ma course, comme je te dis, je l'ai déjà réussi. Mon aventure, voilà, elle est pas déterminée par je sais pas, par 100, 200, 500 mètres ou 1 kilomètre. Je veux juste avoir ce ferry pour arriver glorieusement et avoir une belle fin, tu vois, et d'autant plus avec quelqu'un. Donc j'arrive, voilà, donc t'expliquer un petit peu le contexte. Et en fait, bah, en arrivant, je croise Yvan qui me félicite, mon pote Noé, Victor, Bouscavet et bah, voilà, du coup, les gars me disent bien que j'ai pas checké le CP et bah, ils m'expliquent du coup que du coup, bah, c'est une faute, hein, logique et bah, je leur dis qu'il y a pas de souci, que tout de suite, j'ai pas du tout remis en cause, le fait que, bah, j'étais pas allé au bout je leur ai bien dit, voilà, hein, carte sur table, en toute transparence, oui, je sais que je suis pas allé au bout parce que, bah, exactement ce que je vous ai expliqué, quoi, très sincèrement et bah, du coup, ils m'expliquent que, bah, on verra demain, mais qu'a priori,
je serais déclassé, bah, je leur dis: «Bon, bah, pas de souci, hein, j'assume totalement. De toute façon, bah, je savais qu'il y avait une chance que je l'ai pas et puis, bah, au pire, c'est pas grave, hein, pour moi parce qu'en gros, si j'arrivais enfin, c'était pas non plus, ça avait pas une grosse importance parce que moi, en gros, les classements qui m'intéressaient, c'était la première place, le podium, mais après, si tu veux, d'arriver, bon, là, je crois que à ce moment-là, j'étais peut-être 7e à l'arrivée. D'arriver 7e, 10e, 20e ou être déclassé, franchement, c'est plus trop important pour moi à ce stade-là, tu vois? J'ai tellement, dans l'émotion et puis, avoir aussi ces objectifs qui ont été atteints et cetera donc, bon, évidemment que ça aurait été mieux que comme je te dis, j'aille au bout, je puisse checker ce CP pour le principe évidemment parce qu'aussi après, enfin moi je sais très bien que les gens ne doutent pas de ma bonne foi, savent très bien que je suis quelqu'un enfin je suis comme je suis, hein, assez fantasque, assez, extrêmement spontané et cetera et puis, bah, les gens comprennent qu'après, 2 jours quasiment sans dormir, c'est pas évident de faire des choix et de voilà et d'avoir la mesure des choses et puis, voilà donc, en gros, j'ai eu aucune crainte que les gens, bah, mettent ça sur le dos de la triche, comme quoi, j'ai chanté un CP pour arriver, mieux classé que les autres. Les gens je suis content que les gens aient pas compris ça. J'ai juste dû expliquer à deux trois personnes un petit peu, ce qu'il en était, parce que, bah, certaines personnes se posaient des questions et je peux comprendre. Mais voilà, je suis content en tout cas que les gens aient compris que voilà, j'ai les raisons un petit peu qui ont fait que j'ai été déclassé, que bah un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Et d'ailleurs, je rappelle que pendant la course, j'ai pas fait de parallèle, mais j'ai été suivi par, par une voiture de professionnels vidéastes d'ailleurs qui était conduit par la famille d'un concurrent de Laurent Garbolino. Donc tu avais sa femme, ses gosses, et tu avais deux caméramans de France TV Sport, donc qui faisait un petit reportage qui paraîtra sur France 2 dans la rubrique Tout le sport, je sais pas quand. En tout cas, qui était là pendant deux trois fois par jour, qui arrivait comme ça en deux trois minutes, un peu par surprise. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils ont eu pas mal d'images aussi bah, justement de ces moments un peu critiques à la fin où déjà le matin où je suis dans le mal en fait bah, ils étaient là au moment où j'étais vraiment cramé à 20 à l'heure en arrivant à Mérida. Et ils étaient là aussi au moment où je décide de pas descendre au CP. Et bah, ce qui est bien, c'est que bah, ce que je te raconte, c'est exactement ce qui se passe aussi derrière la caméra, et c'est des choses qui vont pouvoir être retranscrites et qui vont permettre aux gens vraiment de comprendre la psychologie un peu de l'ultracyclisme et voilà ce qui amène à faire ces décisions un petit peu. Et c'est cool de pouvoir de pouvoir partager ces moments vraiment intenses et ces moments vraiment très très chargés émotionnellement et ces moments critiques. Et bah, ça me permettra aussi à ce que tout le monde comprenne ça autour de moi et que bah, les copains, la famille puissent comprendre vraiment ce qui s'est passé, les mettre dans le cœur de la course. C'est quelque chose que Tanguy, Tanguino va essayer de bien retranscrire, le camarade, voilà, réalisateur, producteur. Et ça sera intéressant d'avoir ces épisodes sur France TV Sport. Et puis aussi, il y aura un documentaire un petit peu plus long qui expliquera tout ça. Voilà, donc j'espère que je vous ai pas trop perdu, que ce que je vous ai raconté vous a permis de comprendre un petit peu bah, comment se passe ce genre de course, quelles sont les problématiques auxquelles on est confronté. Et puis bah voilà, En j'espère tout que ça cas, vous a... merci Jules, ouais, tu été super, complet sur le récit de course. Puis Ouais, déjà félicitations aussi pour, avoir, bah, déjà terminé la course et puis rempli pas mal d'objectifs que ouais, tu t'étais fixés. Même si bon, tu les as pas tous cochés, mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais, en tout cas, les et puis principaux, le plaisir et puis au niveau du temps que tu avais donné, exactement. Et puis tu as réussi à bah, rentrer dans ces cases-là, déjà, c'est déjà c'est une ça. Et chose puis, énorme. aussi, je voudrais dire une chose, c'est que j'en ai pas parlé, mais un énorme big up à toutes celles et ceux qui sont arrivés à l'arrivée, et notamment celles et ceux qui ont fait des temps incroyables, et puis notamment les vedettes de tête de course. Je pense
à Mathieu Calia, à Maxime Prieur, à tous ces gars, Florent Dumas aussi, Florian Moreau, voilà, et puis Laurent Garbolino, Zélie, Justinias, et puis voilà, ces copains qui étaient devant moi et qui ont vraiment fait une course incroyable. Il faut tout simplement reconnaître que cette année, il y avait un très très gros niveau, beaucoup plus élevé que les deux premières éditions et que bah voilà, tout simplement des concurrents qui étaient très bons et qui étaient meilleurs et franchement qui ont fait la course parfaite. Moi j'ai fait trop d'erreurs, voilà, je vous en ai listé, mais j'ai fait 4-5 erreurs qui m'ont coûté cher et qui m'auraient sûrement permis d'accrocher la tête de course et de pouvoir éventuellement tenter un truc à la fin. J'ai pas su, mais voilà, en tout cas, encore une fois, physiquement et mentalement, je me suis bien senti. J'ai vraiment ressenti les choses que j'étais allé chercher. J'ai rempli mon objectif de temps. Et puis voilà, ça fera des super souvenirs marqués à vie. Et puis surtout, ça me donne une grosse niaque pour la suite de ma saison. J'ai vraiment envie de tirer les enseignements de cette course. Et là, donc, j'ai décidé de pas. J'ai eu une toute petite inflammation au genou qui s'est révélée quelques jours après. Rien de grave, mais j'ai pas voulu me précipiter. J'ai décliné l'invitation que j'avais à l'Ultra Bike France ce week-end dans le Jura. Gros big up à cet orga avec Nicolas Sirug et Hubert Tissot qui font un super taf sur cette course. J'ai pas pu y aller, j'ai voulu assurer pour me reposer. Et puis voilà, prochain objectif, c'est la Race Cross France 2500. Donc voilà, là, je vais prendre quelques jours de pause, notamment bah, avec proches, des amis. Bah, je vais aller voir Anna en Italie là, pendant une grosse semaine, la semaine pro. Je vais pouvoir bien souffler. Là, pendant 15 jours, j'avais pas retouché au vélo. C'est hyper important de faire un vide après ce genre de course, c'est fondamental quoi. Tu peux pas être, t'es obligé quoi. C'est tellement lourd ces émotions, ces aventures que il faut faire un break. C'est cyclique l'ultra. C'est vrai que bah, du coup, tu as répondu à pas mal de mes questions, parce que je voulais te parler un petit peu de la récup, mais tu as abordé le sujet. Ça Ouais. fait combien de temps que la course est terminée pour, en tout cas au moment de l'enregistrement? Donner quelques chiffres et savoir un petit peu toi comment tu te sens là physiquement. Est-ce que tu as déjà bien, repris le vélo à quel, et à quel rythme? Ça fait je dirais, bah, ça fait 15 jours du coup, à peu près, ouais, c'est ça. Et j'ai pas, bah, déjà, j'ai passé 2-3 jours sur place. Ensuite, je suis rentré 2 jours. Ensuite, bah, j'ai passé le week-end, j'ai un peu soufflé et puis après, j'ai dû organiser avec, mon collectif Le Gâtinais Libre, les premières guinguettes de l'année au château de Sepoix. D'ailleurs, Yvan est venu. Ça m'a fait très plaisir avec son copain Mika Michel. Gros big up les gars. En gros, voilà, j'ai pas pu vraiment me reposer avec ces orgas. On a fait un aller-retour en Belgique à Bruxelles avec l'agence pour un festival auquel nos artistes avaient été invités. Donc j'ai été vraiment très fatigué. Là, en fait, ces derniers jours, j'ai enfin soufflé, enfin dormi 8-9 heures, récupéré le sommeil que j'avais besoin de récupérer. Et j'ai pu me repositionner sur bah, les dossiers, notamment Ultra. J'ai pu parler et dire les choses aux personnes avec qui j'avais besoin de parler et dire les choses, mes amis, mes proches, voilà, certaines personnes. Et puis fait un bilan avec moi-même sur cette course. Et puis voilà, avec mon préparateur physique qui m'a massé, Baptiste Conin, que je salue et je remercie encore une fois, qui est vraiment un super gars. Et puis bah, mon coach de prépa mentale, Vincent L'Espèce aussi, avec qui ce matin on a fait un petit débrief très intéressant qu'on doit continuer après. Mais en tout cas, voilà. Chacun, moi je vois des gars qui sont arrivés très bien classés là, qui enchaînent. Bah, justement, le copain Maxime Prieur, j'ai vu que, bah, je sais que Oui, tu t'es il est passé entretenu sur le avec lui là, il est podcast et censé faire puis, une course bah, alors on à enregistre, là, il est Chihuahua. actuellement, Ouais, c'est ça. pour une course, bon, du coup, là, c'est pour la Traka, 560, mais qui a pas eu lieu, qui a été annulée pour, conditions météo, mais qui fait quand même Ouais, en off avec d'autres c'est ça. camarades. Donc, Ok. ça va être à suivre plus tard. Yes. Ah, tu vois, lui, il arrive à enchaîner et bah, il est fort, mais honnêtement, quand tu mets. En fait, moi, je mets tellement d'émotions là-dedans, tellement de. Ouais, je suis quelqu'un de très sensible, tu vois, donc j'ai besoin de
de faire retomber tout ça, de maturer tout ça, d'assimiler tout ça voilà, de pouvoir prendre conscience des choses parce que c'est un risque. D'ailleurs, il y a 2 ans, j'avais enchaîné 10 jours après une autre course en Angleterre et j'avais fait n'importe quoi et justement, bah, je l'avais pas terminé parce que bon voilà, c'était dans l'Ouest anglais. En fait, c'était que des pétards. J'avais pas les bons développements, il pleuvait. Enfin, c'était horrible et je prenais pas du tout de plaisir. Et en fait, c'est ça le risque, c'est que, en fait, quand tu fais des courses ultra, il faut vraiment avoir la niaque, il faut avoir une motivation d'enfer, tu vois. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais avant la course. Mais si tu fais pas ça, ça sert à rien de le faire parce que tu as besoin de tellement de ressources, tellement d'énergie que il faut vraiment être à 1000%. Et bah là, je suis pas du tout en condition d'être à 1000%. Tu vois, je suis même pas redescendu. Enfin, je redescends à peine de mon truc. Et puis aussi, j'ai une vie à côté, j'ai mes occupations, j'ai ma famille, j'ai et puis ton corps a besoin de récupérer aussi physiquement, hein. Voilà. Là, je suis revenu à la normale, mais il m'a fallu presque 2 semaines, quoi. Enfin, ouais, ça demande, hein. Ouais, bah, c'est vrai qu'il y a un temps pour tout, puis c'est toujours propre à chacun par rapport au rythme, comme on a abordé dans la partie 1, tout ce qui est rythme de vie, perso, par rapport au et professionnel par rapport au sport. C'est vrai que c'est toujours, propre à chacun. Le corps est différent pour chacun, donc c'est des choses, de toute façon qui se comprennent et bah, comme tu as dit, tu as déjà fait l'expérience, c'est pas forcément bien passé et après, bah, là, comme tu dis, de toute façon, tu voulais faire de la récup, mais tu as eu à bouger beaucoup donc finalement, c'était pas si reposant que ça pour enchaîner, s'il fallait enchaîner au bout de 2 3 semaines sur notre course. Je pense qu'il faudrait Ouais, avoir récup beaucoup plus poussé. En tout cas, j'ai ouais, hâte de te suivre aussi sur la Race Cross France, 2 500 kilomètres où j'aurai également l'occasion d'ailleurs d'avoir, un duo d'invités, cool. féminins qui est déjà passé. La partie 1 a déjà sorti. On a fait D'accord. vraiment en anticipé Ouais, j'avais et vu ça. donc voilà, je pourrais suivre en même temps que je les suivrai elles, je garderai un œil sur toi, Bah, sur écoute, le sur le trop tracker, bien, trop au cool. plai avec grand plaisir et bah, déjà, je veux aussi te profiter quand même pour te remercier d'être passé, sur le podcast, d'avoir, amené ton regard assez, bah, sensible et un peu artistique, il faut le dire, sur, la discipline et C'est ça fait super. plaisir. Merci mec, bah, ça me fait plaisir, ça me touche et puis, bah, avec grand plaisir, hein, franchement, tout a été très fluide entre nous. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir, bah, parler de ma passion, de mes émotions, à des personnes qui sont, bah, curieuses comme toi, qui aiment aussi transmettre et bah, je te l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est super cool ce que tu fais. Je vois que tu me donnes du mal, tu fais les choses de mieux en mieux. Non, franchement, continue comme ça, mec. En plus, tu as une nouvelle charte graphique là, donc ça monte en puissance. Et ouais, c'est s'améliorer, petit à petit. Écoute, quand on part de pas grand chose avec peu d'expérience, c'est l'avantage, c'est de pouvoir progresser, un peu plus facilement. Ouais. Non, Et non, c'est puis cool. voilà, donc ouais, j'essaie de faire, dans le sens aussi, oui, avec cette charte graphique, j'essaie d'amener un petit peu plus, ouais, de suivi d'actu, des invités sur leur épreuve et peut-être après aussi quelques actus dans le sport, mais qui me plaisent à moi, autres que, Ouais, on va dire, on va pas faire des actus, sur du foot, c'est pas du tout le but, pas des sports qui sont super, connus. Il y a des gens qui font ça très bien, mais voilà, plus comme on pourrait parler un peu, moi j'aime bien tout ce qui est un petit peu, extrême, donc ça pourrait être mettre du ouais, DH, ouais. du freeride world tour, voilà, un peu de motocross, un petit peu, voilà, d'autres disciplines aussi que j'aborde un peu moins dans le podcast, que j'aimerais L'enduro mettre en Touquet. avant. Ouais, un duo Non, du Touquet, ça, bah, ouais, sorti à l'heure où on enregistre, hein. Donc, ouais, oui, ça, c'est vrai que 1er épisode de moto, voilà, en gros, ça, c'est un gros plus que je pensais pas aussi faire en ouvrant ce podcast, en tout cas pas aussi vite. C'est vrai que c'est les sports, tout ce qui est mécanique, ouais, je pensais pas ouais, aborder ouais, aussitôt et puis il m'a donné, voilà, il m'a donné ma chance parce que c'est vrai que Valentin Madoulo, c'est quand même un ouais, top pilote c'est et sûr. heu et là, avec ce dernier épisode, on a pu vraiment échanger. Il nous a amené dans les coulisses de la compétition, tout ce qu'on peut Ouais, pas voir c'est bien. en regardant juste la télé. Ouais, Et même en étant amateur, participant à la course, on n'a pas accès à tout ça. Donc ouais, vraiment un grand merci à lui ouais. de donner de la visibilité aussi à sa discipline. Bah, non, mais Donc c'est chouette et puis, bah, ce qui est bien, c'est que c'est toi qui te crée un peu
ton écosystème, c'est toi qui t'es libre de choisir ce qui te plaît aussi, les sports que tu veux explorer, les personnalités. Et en fait, tu crées un écosystème. C'est un petit peu ça, les joies du sport. Et voilà, c'est une belle liberté de créativité, d'exploration que tu as. Et d'une certaine manière, c'est aussi une aventure en soi. Tu vois, une Oui. aventure humaine, une aventure psychosocial, etc. Et franchement, ouais, c'est ça aussi l'aventure, hein. C'est aussi cette curiosité, tu vois, cette envie de comprendre, de connaître et de transmettre. Donc, voilà, franchement, grosse force, Alexandre. Un grand merci à toi. Et puis, au plaisir de rééchanger. Et puis, peut-être de se rencontrer for real, peut-être Et dans le oui, quotidien. Qui sait? peut-être, t'es dans le Catinat, tu serais passé dans le Jura, t'es pas bien loin de la maison, Ouais, 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 on aurait pu se faire un petit truc. Mais bon, grave, pour une prochaine fois, je garde grave. ça dans un coin de ma tête. Et Ça écoute, marche. avant de terminer cet épisode, quand même, qu'est-ce que on peut te souhaiter pour le futur? Un joyeux anniversaire, c'était il y a 3 jours. Ah, voilà, dans le passé du coup. Mais un joyeux anniversaire Ouais, oui, dans le passé, avec plaisir. j'accepte les joyeux anniversaires en retard. Écoute, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De garder cet équilibre fragile de la vie, cet équilibre, la recherche de l'équilibre entre tout, quoi. Parce que la vie, c'est ça, c'est avancer en regardant devant, en regardant derrière, en essayant de se nourrir des choses, de, c'est un petit peu le yin et le yang, quoi. C'est l'instant présent, mais la projection, la passion, les rêves et la réalité, les étoiles et puis la terre, tu vois. Enfin, c'est garder, voilà, maintenir un équilibre, rester heureux, trouver, trouver aussi un rythme de vie qui te permette de continuer de développer tes passions aussi. Et puis de rester, d'avoir cette joie de vivre, cette envie, cette fraîcheur, cette curiosité, de rester en bonne santé, prendre soin de, prendre soin de ses proches, et toutes ces personnes qui te renvoient des choses aussi, de rester conscient, de rester lucide et de continuer de suivre sa bonne étoile. Et bah, c'est tout ce que je te souhaite. Et voilà, n'oubliez pas aussi de mettre en commentaire un joyeux anniversaire à Jules, vu qu'il les prend en retard, il y a pas de problème. Et puis voilà, bah, à la prochaine Jules et merci encore pour Trop tout. cool, Alexandre. Grosse force à toi et les joyeux sportifs, à peut-être une prochaine. Ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager avec tes proches et à donner ton avis en laissant une note sur ta plateforme d'écoute. Cela contribuera à augmenter la visibilité du podcast et à avoir des invités toujours plus incroyables. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.